Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. La vie politique est faite de cycles. Ceux que nous vivons depuis quelques années sont de plus en plus rapides, imprévisibles et violents. Cela nous appelle tous à beaucoup d'humilité. Cette double déclaration de politique générale fait suite à 2 années d'exercice du pouvoir et à un scrutin européen riche d'enseignements, notamment après les mois de crise que nous avons traversés. Quel a été le message des électeurs ? Une majorité a d'abord dit oui à l'Europe, qu'elle soit une Europe présentée par En Marche, par les Républicains, par les centristes, par les écologistes ou les socialistes. Oui à une Europe qui protège ses habitants, oui à une Europe qui sait qu'elle doit se réformer en se renforçant. Les Français ont ensuite dit oui aux réformes. En tout cas, la liste soutenue par le président de la République n'a pas enregistré de désaveu manifeste. D'ailleurs, si son score est proche de celui de l'élection présidentielle, cela a été possible par l'apport de voix nouvelles venues notamment du centre droit. Ces électeurs ont salué l'engagement et le pragmatisme du gouvernement et condamné les oppositions stériles. Enfin, les électeurs ont clairement affirmé leur forte préoccupation environnementale. Ces constats, Monsieur le Premier ministre, vous avez souhaité naturellement qu'ils inspirent la nouvelle étape de votre action. Après vos propos d'hier et de ce matin, engageant l'acte 2 du quinquennat, je distinguerai la forme et le fond. Sur la forme, nous ne pouvons que saluer votre volonté d'améliorer les méthodes de travail, en particulier avec le Parlement et les élus locaux, ainsi que le retour à une répartition des rôles plus conforme à la Constitution entre le Président de la République et vous-même. Sur le fond, vous avez fixé les objectifs et le calendrier des prochains mois. Vous avez présenté ou confirmé les réformes que vous envisagez. Sans les énumérer, sans y revenir, je constate que nous n'avons pas à leur égard d'opposition de principe ou de crispation sur aucune d'entre elles. Parfois même, nous les appelons de nos vœux, et pour certaines de longue date. Je crois que le pays les attend et je crois que le pays en a besoin. Brièvement, j'en commenterai 2. Nous partageons évidemment l'objectif de simplification du système de retraite. Nous partageons la philosophie générale d'un système plus équitable. C'est naturel, puisque cela est conforme à notre proposition historique de transformation vers un régime par points. Nous serons toutefois vigilants, bien sûr, sur le maintien des niveaux de pension et nous veillerons à ce que les règles et les droits des familles ne soient pas altérés. Nous souhaitons aussi une gouvernance équilibrée entre l'État, les partenaires sociaux et la représentation nationale. Concernant la révision de la Constitution, vous l'avez longuement abordée, disons-le clairement, nous souhaitons le bon aboutissement de cette révision. Mon groupe, comme le Sénat, j'en suis certain, est décidé à jouer pleinement son rôle de constituant. Sans manœuvre dilatoire, sans arrière-pensée, sans proposition autre que constructive. D'autant plus que le nouveau projet abandonne, vous l'avez confirmé, la refonte de la procédure parlementaire qui pouvait appeler de nombreuses réserves. Concernant les textes organiques et ordinaires associés, la question du nombre de parlementaires, pour populaire qu'elle soit, ne constitue pas, me semble-t-il, la bonne entrée en matière. La crise des Gilets jaunes l'a montré, l'angle incontournable est bien sûr celui de la proximité. Cette réforme doit absolument maintenir le lien entre les citoyens et leurs élus nationaux, sauf à délégitimer un peu plus la démocratie représentative. Je doute que nous puissions nous offrir ce luxe. En dépit de nos approches différentes, notre divergence se résume désormais à peu de choses, vous l'avez rappelé. Comment raisonnablement l'invoquer pour justifier le report de l'examen de ces textes importants ? En revanche, nous ne comprenons pas votre insistance à porter atteinte à une des spécificités du Sénat, la permanence de la Haute Assemblée associée à son renouvellement partiel, principe d'ailleurs constitutionnel et élément de démocratie apaisée. Je suis convaincu que vous nous entendrez d'autant plus facilement que cette disposition n'a pas d'incidence sur l'architecture de la révision. Monsieur le Premier ministre, nous avons vocation à accompagner les réformes que vous présentez, voire à les soutenir. Pour autant, à nos yeux, ce soutien ne constitue pas bien sûr un alignement. Un soutien ne peut pas être unilatéral. Il se conçoit dans le cadre d'un dialogue responsable entre élus soucieux de l'intérêt général. Au cours des 2 années qui se sont écoulées, nous avons maintes fois regretté l'impossibilité d'un dialogue plus fécond avec les ministres présents dans l'hémicycle et l'attitude souvent fermée de la majorité à l'Assemblée nationale. J'ai compris que cela allait évoluer et changer, tant mieux. Mais nous avons d'autres interrogations. Nous sommes ici, vous le savez, l'Assemblée des collectivités et des territoires. Je vous donne acte, vous l'avez rappelé, que ce n'est pas vous qui avez engagé la baisse des dotations. Ce n'est pas vous qui avez organisé ces gigantesques bazars qui ont pour nom MAPTAM et Nôtre.
Malheureusement, c'est vous qui avez inventé ce mistigris de la suppression de la taxe d'habitation et vous qui avez donné le sentiment, parfois, d'un regard distancié et clinique sur cette France éloignée des métropoles. Depuis 2 ans, les signaux se sont multipliés qui ont forgé l'impression que collectivités et territoires étaient les parents pauvres des politiques publiques, voire qu'ils faisaient l'objet d'un certain dédain jacobin. Il va falloir transformer l'essai du grand débat et convaincre définitivement nos territoires qu'ils sont écoutés, mais j'ai entendu vos propositions et je ne doute pas qu'elles seront largement comprises et attendues dans les territoires. Nous sommes également la chambre de la continuité du temps long. Nous nous souvenons ainsi de l'engagement du président de la République de réduire, lorsqu'il était candidat, la dépense publique. En réalité, nous n'avons jamais autant dépensé. Et rien ne laisse entrevoir un retournement. De façon structurelle, nous le savons, la démographie exercera, vous l'avez rappelé, une pression à la hausse sur les dépenses de retraite et de santé. Il reste une inconnue, le financement des économies, des mesures engagées, ou les économies à réaliser. Vous y avez fait largement allusion. Cette inconnue est souvent connue, elle s'appelle le déficit. Si nous sommes attachés à la baisse de la dépense publique, ce n'est pas par fétichisme, mais parce que sont en jeu notre indépendance et le fardeau que nous laisserons à nos enfants. Nous leur laissons déjà un monde au bord de l'abîme, nous ne pouvons pas en plus leur laisser une corde autour du cou. Vous auriez cependant tort de ne pas le faire un peu, les autres l'ont fait avant vous, mais je reconnais qu'au moins le gouvernement ne fait pas semblant. Nous ne pouvons pas faire semblant, nous, de ne pas voir. Et de ce point de vue, malheureusement, les gouvernements se succèdent et emploient les mêmes recettes. Enfin, le scrutin européen a constitué, Monsieur le Premier ministre, un révélateur concernant les priorités écologiques. Cette révélation succède au spectacle plus ou moins enjoué d'une course-poursuite entamée il y a quelques années. La course a commencé avec Nicolas Hulot sur la ligne de départ, mais de même qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, M. Hulot à lui seul ne pouvait pas faire le verdissement. Son départ a d'ailleurs prouvé qu'il n'était pas l'arbre qui cachait la forêt, mais plutôt un palmier qui masquait le désert. La course a repris avant les élections européennes et elle se poursuit aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'accélération écologique. Cette accélération, vous la traduisez par des mesures auxquelles personne ne saurait s'opposer. Qui peut être favorable au gaspillage? Qui peut être favorable au plastique dans les administrations? Qui peut encore défendre les niches anti-écologiques? Évidemment, personne. Par-delà ces annonces, vous avez annoncé des projets importants, des projets de texte, et c'est avec impatience, évidemment, que nous les attendons. Notre premier combat est celui de la biodiversité. Vous avez décidé d'abandonner le projet de la montagne d'or. Quand on sait ce que chaque mètre carré de forêt vierge représente, ce n'est pas rien. Quant au plastique, il est l'un des fléaux qui menacent toutes les espèces. Vous avez décidé d'agir, mais uniquement sur la consommation, alors que la production est au cœur du problème. Les industriels ont fait le choix du plastique pour des raisons économiques. Il va nous falloir les contraindre intelligemment et il faut que les alternatives existent. Le second combat décisif est celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous adhérons pleinement à l'idée que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Nous soutiendrons donc votre plan de révision des aides à la rénovation énergétique. Une réforme qui s'inscrit dans la droite ligne du Grenelle de l'environnement de Jean-Louis Borloo, celle d'une écologie incitative et non punitive et moralisatrice. Mais compte tenu des besoins énergétiques à venir, l'efficience ne fera pas tout. Une question essentielle se pose. Peut-on à la fois sortir des énergies fossiles et réduire la part du nucléaire simultanément? Nous espérons que l'examen prochain du plan énergie-climat répondra à cette question. Même en relançant l'éolien offshore, il sera difficile d'atteindre la neutralité carbone. Il nous faut ainsi clarifier notre politique énergétique, faute de quoi l'accélération écologique, mais plafonnera vite à 80 km/h, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à mi-quinquennat, vous nous demandez de soutenir votre déclaration et plus largement l'action gouvernementale. C'est rare, et au nom de mon groupe, je salue cette volonté d'écoute du Sénat, puisqu'il n'est pas courant que le Premier ministre vienne ici solliciter la confiance et parler spécifiquement d'un sujet qui nous tient à cœur, les territoires. Notre groupe valorise la constance. Les 2 années écoulées l'ont démontré. Sur les ordonnances travail, la réforme ferroviaire, la loi Pacte, la LOM, la loi santé, nous avons assumé notre cohérence historique. Le groupe centriste souhaite unanimement la réussite de l'action du gouvernement. De toute façon, le pays n'a pas d'autre choix pour échapper aux démons qu'il démange.
C'est pour cela que, dans les mois à venir, vous nous trouverez à vos côtés chaque fois qu'il s'agira de promouvoir les réformes utiles au pays. Comme vous nous avez également trouvés à vos côtés, avec beaucoup d'autres, en décembre, lorsque la République semblait en difficulté et qu'il fallait éteindre l'incendie allumé par les Gilets jaunes. Monsieur le Premier ministre, c'est donc en fonction de ces observations que de nombreux sénateurs de mon groupe voteront favorablement la proposition que vous leur faites. Les autres s'exprimeront par leur abstention, une retenue bienveillante. Je vous remercie. Merci.